Bienvenue sur Ici Éco. Entre les sanctions du groupe d'action financière Gafi et les récentes sanctions de l'Union européenne, ainsi que celles susceptibles d'être imposées par d'autres entités à l'avenir, les raisons divergent, mais l'objectif reste le même. Le Liban continue de vivre une crise marquée par la lenteur et l'inaction, gaspillant le temps qui lui est accordé pour rétablir la confiance avec les pays et les institutions donatrices. Les promesses de l'État en matière de réforme financière, bancaire, administrative, de restructuration ainsi de l'institution publique et de lutte contre la corruption restent prisonnières du va-et-vient, de la perte d'opportunités et du gaspillage de temps. Dans un geste qui s'inscrit dans la continuité des pressions internationales amorcées par l'inscription du Liban sur la liste grise, l'Union européenne a ajouté le Liban à la liste des pays restreints pour les opérations en euros. L'Union européenne a le pouvoir d'imposer ses conditions et sanctions à toute entité utilisant l'euro, à l'image de ce que permet la législation américaine et de ce que pratique le département du Trésor américain. Ainsi, la dernière décision de l'Union européenne soumettra l'ouverture de comptes en euros ou les transactions en euros à des contrôles et restrictions supplémentaires, y compris un possible refus des clients bancaires résidant au Liban ou ayant des liens avec le pays. Durant cet épisode, nous aborderons les principaux dossiers économiques et financiers de la semaine, notamment l'inscription du pays sur la liste européenne des pays à haut risque, ainsi que les lois sur la réforme bancaire et le gap financier. Cela avec le chercheur en économie et en finance, le professeur Maroun Khatir. Professeur, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Merci, Boris. Pour commencer, comment peut-on faire le lien entre la situation politique actuelle et les revendications nationales et internationales appelant au monopole de la légitimité armée par l'État libanais et les développements économiques, financiers, les réformes urgentes que le Liban doit mettre en œuvre? Tout d'abord, le monopole de la légitimité armée par l'État est une condition essentielle afin de restaurer la souveraineté du pays et aussi afin de mettre en place des réformes sérieuses. Tant que les acteurs Tant qu'il y a des acteurs armés non étatiques qui contrôlent une partie du pouvoir, une partie du territoire, l'État va rester faible et illégitime aux yeux des bailleurs de fonds arabes et internationaux et aussi incapable d'instaurer une ambiance stable pour mettre en place des réformes, que ce soit économiques ou financières. La communauté internationale et le FMI le déclarent d'une manière qui est très claire. Sans réforme, il n'y a pas de relance. Et sans autorité centrale forte, il n'y a pas de relance. Ça fait en conclusion que la sécurité, la stabilité politique et les réformes vont ainsi de pair. Et certainement aujourd'hui, on parle de pression internationale sur le Liban pour clore le dossier des armes. Le principal levier utilisé par la communauté internationale et les bailleurs de fonds demeure l'aide et le soutien économique au Liban. Quel type de pression supplémentaire pourrait être exercée sur le Liban? Tout d'abord, il faut dire que les pressions économiques restent le levier principal afin d'inciter le Liban à mettre en place des réformes structurelles. Et certainement, le Liban, si jamais il va continuer à ne rien faire, il peut faire face à d'autres types de pressions, notamment à l'isolement diplomatique ou même à des pressions régionales qui peuvent être coordonnées. Mais à mon sens, le fait de parler pression, côté efficacité, ça devrait être équilibré. C'est pour cela que je réclame en tant que Libanais que ces pressions soient aussi appliquées sur les Israéliens afin qu'ils se retirent des 5 points contestés et qu'ils arrêtent leur massacre et leur violation de la souveraineté du Liban. Et cela peut aussi fortifier la position de l'État et réduire les justificatifs sécuritaires du Hezbollah. Mais dans tous les cas, le Liban, il ne peut pas affronter ce dossier tout seul. Il a besoin d'un consensus interne, d'une stratégie nationale et d'un appui international afin qu'on puisse avoir, je veux dire, l'espoir de pouvoir changer les équilibres qui sont maintenant en vigueur.
Certainement, et partant de là, dans une démarche qui prolonge les pressions internationales amorcées par l'inscription sur la liste grise, l'Union européenne a ajouté le Liban à la liste des pays restreints pour les opérations en euros. Que signifie réellement cette décision? L'inscription du Liban sur la liste de l'Union européenne des pays restreints veut dire concrètement que toutes les opérations et les transactions en euros seront surveillées, ralenties et des fois limitées. Ça va compliquer certainement les transactions entre le Liban et la zone européenne. Et ça peut avoir des impacts sur les investissements, sur la crédibilité du pays. Mais le message derrière, c'est un message qui est très clair. L'Union européenne, elle considère que le Liban n'a pas mis en place les réformes qui sont requises en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le terrorisme. Et aussi, il faut mentionner que ces mesures prolongent la pression qui est enclenchée par le GAFI. Elle peut avoir aussi des impacts sur l'isolement financier du Liban à terme. Et est-ce une procédure de routine et qui a été attendue de la part de l'Union européenne dans le cadre de l'ajout du pays sur la liste grise de GAFI? À vrai dire, cette mesure prise, c'est une mesure qui est attendue parce que généralement, lorsqu'un pays est inscrit sur la liste grise du GAFI, l'Union européenne, elle suit généralement et elle met le pays sur sa propre liste des juridictions à haut risque en matière de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. Alors, ce n'est pas une mesure qui est isolée contre le Liban, mais plutôt une démarche qui est technique et systématique. Les conséquences concrètes sont relatives au ralentissement des opérations, mais il faut aussi faire attention qu'il faut agir d'une manière très rapide afin d'éviter plus d'isolement qui peut être marquant pour une économie qui souffre comme l'économie du Liban. Mais sommes-nous véritablement entrés dans une nouvelle phase de pression internationale sur le Liban ou s'agit-il de conséquences inévitables de l'échec à traiter les répercussions de la crise financière, notamment en ce qui concerne l'économie du cash? Il ne s'agit pas seulement de conséquences qui sont techniques ou automatiques. Le pays, il entre dans une période de pression qui sont en rapport avec la politique. Les sanctions financières, généralement, découlent de l'incapacité d'un pays de mettre en place des réformes, par exemple la restructuration bancaire, la lutte contre l'économie du cash. Mais pour le moment, ces mesures paraissent avoir plus des dimensions qui sont politiques. Le but derrière, c'est de pousser le Liban à rompre avec l'immobilisme. Et le message, il est très clair. Sans réforme, le pays sera progressivement mis à l'écart du système mondial, que ce soit financier ou économique. Tous les regards sont désormais tournés vers le mois de novembre prochain. C'est la date d'évaluation attendue du GAFI. Le Liban est-il en voie d'être inscrit sur la liste noire du GAFI ou dispose-t-il encore de chances pour sortir même de cette liste ou bien de la liste grise? Novembre est certainement un test décisif pour le Liban. Et si le pays ne va pas faire rapidement des progrès qui sont vraiment concrets et réels, il risque certainement d'être classé sur la liste noire et ça peut aggraver la situation politique et même ça peut rendre la sortie de la crise très difficile. Mais pour être un peu optimiste, on peut dire qu'il y a encore du temps et que le Liban a suffisamment le temps pour mettre en place les réformes qui sont exigées et par suite d'éviter ce classement qui peut nuire aux possibilités de pouvoir sortir de cette crise sans délai. Le GAFI est l'organisme mondial chargé de définir les normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Il évalue les systèmes mis en place par les pays directement ou par l'intermédiaire de son réseau d'organismes régionaux. À l'issue de ces évaluations, les pays sont classés en fonction de leur conformité. Ce classement ne concerne pas uniquement le Liban. Monaco et d'autres pays ont été ajoutés, tandis que les Émirats arabes unis et d'autres ont été retirés. Pour continuer donc sur notre plan, la loi de réforme bancaire et le gap financier. Quelle est l'importance d'adopter
une loi de régulation bancaire? L'adoption d'une loi de régulation bancaire et aussi d'une loi équitable sur le gap financier, c'est une étape majeure vers la résolution de la crise. Ça va permettre le rétablissement de la gouvernance, la clarification des responsabilités et le fait de mettre fin à l'opacité actuelle. Mais elle est surtout la seule et unique voie pour avancer vers des solutions qui respectent les droits légitimes des déposants. Mais il faut aussi dire que sans cadre clair, sans supervision solide et sans décision politique, il n'y aura pas de confiance durable du système bancaire libanais. C'est pour cela qu'on doit faire l'effort de manière à adosser les efforts financiers par une décision politique à aller vers la fin. Le ministre des Finances, Yassine Jaber, a affirmé que la loi sur le gap financier est en cours de préparation avec un espoir de finalisation à l'automne prochain si les conditions le permettent. Peut-on réellement attendre jusqu'à cette date? Quel est le prix de ce retard? Attendre jusqu'à l'automne prochain pour finaliser la loi sur le gap financier comporte des risques qui sont très importants, d'autant plus que le brouillon de ce projet de loi n'a pas été encore préparé. Dans un contexte si fragile comme le contexte du Liban, il faut toujours raccourcir les délais et aller vers le côté exécutif des choses, mais aussi il faut prendre en considération le fait que ces décisions sont des décisions qui émanent certainement de la technique, mais aussi de la politique. La Banque du Liban a déjà entamé la collecte de données nécessaires pour bien cerner l'ampleur du gap, en vue d'élaborer un mécanisme clair définissant les responsabilités entre l'État, la Banque centrale et les banques. L'application de la loi de réforme bancaire reste suspendue à l'adoption de la loi sur le gap, tant les deux sont étroitement liés. Il n'est pas possible de parler de restructuration sans avoir d'abord identifier le gap, les responsabilités, les obligations et les pertes. Le ministre évoque un consensus sur la nécessité de rétablir les responsabilités selon les capacités de chaque partie. Donc État, banque centrale, dans une logique réaliste tenant compte de moyens financiers et économiques de chacun. Votre commentaire? Le principe de répartir les pertes selon les capacités de chaque partie paraît être théoriquement réaliste, mais pratiquement ça peut poser beaucoup de problèmes. Moi, personnellement, j'ai des préoccupations en rapport avec les critères qui sont adoptés, mais aussi avec la transparence et le degré d'interférence politique en rapport avec ce sujet. J'ai aussi des préoccupations en rapport avec les déposants qui sont les plus fragilisés et je crains qu'ils soient eux qui porteront le fardeau de cette répartition. C'est pour cela que je réclame que cette répartition aille d'une manière qui est plutôt scientifique, qu'elle se base sur les bilans des banques et qu'elle soit adossée par une décision politique pour qu'elle soit juste. Sinon, elle va rester dans une logique d'évitement et non dans une logique de reconstruction. Sur le plan macroéconomique, quels sont les scénarios économiques possibles pour l'année 2025 concernant l'économie libanaise, en particulier en termes de prévision de croissance? Dans un contexte actuel, tant que les réformes sont des réformes qui sont manquées, tant que l'économie elle tourne majoritairement en cash, tant que la lutte contre la corruption, c'est une lutte qui est quasiment absente, il est illusoire de parler de données économiques précises. L'économie, elle fonctionne sans cadre, vraiment sans visibilité et sans règles claires. C'est pour cela que dans des conditions comme telles et dans un contexte comme tel, seuls les gamblers peuvent se risquer à prédire la croissance de l'année 2025. Ce qui est important pour le moment, c'est de créer des conditions de gouvernance et des conditions de stabilité avant de parler chiffres. Et concernant le budget 2026, le ministère des Finances suit les étapes de mise en œuvre des mesures liées aux politiques fiscales dans le cadre du plan gouvernemental, tout en accompagnant les préparatifs des directions concernées pour l'élaboration du projet de loi des finances 2026. De quel type de budget le Liban a-t-il besoin? Le Liban n'a certainement pas besoin d'un simple exercice comptable ou d'un budget qui est technique.
Mhm. Il lui faut en 2026 un budget qui est réformateur, qui est crédible, qui est ancré sur la théorie et qui s'aligne avec un plan de réforme national. Et c'est pour cela que les priorités sont claires. La justice fiscale d'une part, la réduction du gaspillage d'autre part et le rétablissement de la confiance pour avoir une économie qui respire de nouveau. Mhm. Le fait de continuer le travail comme ça a été fait et par suite de se contenter de budgets qui sont déconnectés de la réalité économique et qui sont faits dans le cadre de l'ambiguïté et de l'opacité ne fonctionnerait plus au Liban. La loi des finances, il faut qu'elle soit une loi qui constitue un levier de réforme et pas un outil pour la gestion de la crise d'une manière qui est durable. Mhm. C'est toujours un plaisir de recevoir le professeur Maroun Khater. Vous êtes chercheur en économie et en finance. Merci. Merci Maurice. Bien voilà, mes chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de cette émission. Vous pouvez revoir tous nos épisodes sur nos réseaux sociaux. Au revoir.